Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 409 du podcast de Touchdown Actu. Victor Ollier au micro, je suis très heureux de vous accueillir. Semaine de Super Bowl ou pas, on est là pour vous parler de la draft. Et avec moi, le désormais célèbre Daniel Jeremiah français, Jean-Michel. Salut Jean-Mi. Bonjour Victor, bonjour à tous. Bon, encore un programme riche aujourd'hui. On va vous parler dans le Tu préfères de la place de tight end et de savoir qui est le deuxième meilleur joueur de cette QV. Un petit trio nous attend. Ensuite, on va débriefer deux équipes qui sont vraiment sous le feu des projecteurs au niveau de la draft, c'est-à-dire les Lions et les Panthers. Et on finira évidemment par nos traditionnelles pépites. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Pas de temps à perdre parce qu'on a un trio de tight end très intéressant, très divers. On va peut-être commencer par rappeler pourquoi est-ce qu'on parle de tight end numéro 2 de cette QV, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il y a un joueur qui s'appelle Kyle Pitts, qui est de Florida, qui est vraiment le numéro 1 incontestable, une sorte de tight end receveur, un peu comme peut l'être Darren Waller aux Riders que tu aimes tant. Voilà, donc c'est le type de joueur tellement dominant qu'on n'a pas besoin de faire un tu préfères parce qu'il dominerait à peu près tous les secteurs de jeu. On s'est concentré du coup sur un trio. Le premier de ce trio, c'est Pat Freiermuth de Penn State. Donc c'est un joueur qui en 2020 n'a joué que 4 matchs pour 310 yards et 1 touchdown. On a Brevin Jordan de Miami qui lui a joué 8 matchs, il a fait 576 yards et 7 touchdowns. Et on a Hunter Long de Boston College qui lui a joué 11 matchs pour 685 yards et 5 touchdowns. Donc, ces trois joueurs au profil physique différent. Pat Freiermuth, c'est le premier auquel on va s'intéresser. Il fait 1m96 pour 117 kg. Jean-Mi, si tu dois nous en parler, si tu dois donner un adjectif pour le définir et pour tout de suite que les gens voient très bien de qui on parle, quel est cet adjectif ? Tu l'as un peu déjà décrit avec son gabarit, donc mon adjectif, je dirais puissant. C'est un joueur puissant. Il est puissant dans le bloc et il est puissant également au niveau de ses réceptions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on voit très souvent catcher un ballon dans les catchs contestés, il s'impose. Et ensuite, lorsqu'il fait sa réception et une course, il gagne des yards non pas parce qu'il est hyper rapide, mais parce qu'il défonce tout le monde. C'est quelqu'un de très puissant. C'est sûr que certains l'appelaient Baby Gronk. Alors, on a d'autres comparaisons pour lui et on s'expliquera là-dessus, mais c'est vrai que ça permet aux gens de visualiser. On parle vraiment de ce genre de tracteur qui arrive sur un terrain, tu peux pas le manquer. Hein. C'est pas le même physique que les deux autres. Pourtant, Hunter Long, il est de base, il a un beau gabarit aussi. Il fait 1m96 pour 114 kg, donc pas si loin que ça, mais dans l'impression visuelle, il donne peut-être un peu moins de puissance. Quels sont les adjectifs que tu donnerais pour Hunter Long, le joueur de Boston College ? Écoute, si tu me permets, je vais t'en donner deux. Je vais dire complet, mais limité. Voilà, c'est un joueur qui, à la fois, va apporter au niveau du bloc, va apporter au niveau des réceptions, et souvent d'ailleurs des réceptions spectaculaires. On a vu je ne sais pas combien de diving grabs, c'est-à-dire il plonge pour capter les balles. Mais en même temps, il est un petit peu limité, c'est-à-dire que si on le compare avec Pat Freiermuth, il n'a pas les mêmes qualités athlétiques. Non, c'est sûr que c'est pas, voilà, c'est un gabarit proche, mais il n'utilise pas son corps de la même manière. Le dernier, il est plus léger, et ça va expliquer aussi quand on expliquera les rôles
Pourquoi il est un peu différent des autres? C'est Brevin Jordan, donc 1m90 pour 111 kg. Si tu devais avoir un adjectif pour lui? Explosif. Explosif. C'est-à-dire que c'est un joueur très rapide et une fois qu'il a le ballon dans les mains, il est explosif. C'est-à-dire, on dirait presque un running back. Alors, pas par son gabarit, hein, mais par sa façon de courir. C'est quelqu'un qu'on voit souvent en screen, par exemple. Il capte une screen et puis il gagne beaucoup de yards parce qu'il est très rapide, très vif sur ses appuis, changement de direction. Il est vraiment explosif. Et d'ailleurs, on parlait de Kyle Pitts, le numéro 1 de la draft. Toute proportion gardée, Brevin Jordan est un peu le même type de joueur. Oui, c'est ça, exactement. Un peu running back, un peu receveur, un peu tout ce qu'on veut. Pas tellement, on y reviendra dans le système NFL, pas tellement le joueur parfait au poste de tight end, en tout cas un poste plus spécifique, mais c'est ce genre de joueur hybride qui n'existait pas il y a encore 15 ans et qui aujourd'hui commencent à devenir en tout cas des géants en NFL. Si tu devais, on va pas trahir pour l'instant notre classement, mais si tu devais dire celui qui a la plus grosse marge de progression des trois, celui qui peut devenir vraiment le plus dominant dans son domaine, pour toi, c'est qui? Je pense que c'est Pat Freiermuth. Vu ce qu'il montre déjà, il va faire des dégâts dès la première année, mais je pense qu'il a vraiment une grosse marge de progression parce que tout à l'heure, déjà, on parlait de sa puissance, mais il faut savoir qu'une autre de ses grandes qualités, c'est la qualité de ses tracés. Il a vraiment une très grande qualité de tracé. Il fait des routes comme un receveur. Elles sont vraiment précises. Elles sont vraiment toujours au bon endroit. Et je pense qu'il a vraiment cette marge de progression pour devenir un Titan numéro 1. Et alors All Pro, on va vraiment s'avancer, mais je pense que on voit d'ores et déjà un potentiel de Pro Bowler. Oui, ce qui est intéressant, c'est que forcément, vu le gabarit, vous l'avez compris, c'est certainement le meilleur bloqueur des trois. Ah oui. Et en plus, c'est vrai que comme tu le dis, pour un joueur aussi lourd, entre guillemets, évidemment, une fois qu'il a la balle dans les mains, il va aller gagner des yards derrière. Il est capable d'aller, avec ses jambes, gagner 20 ou 30 yards. L'attaque de Penn State, globalement, on n'en a vu que 4 matchs avec lui, mais elle passait que par lui. Oui. Et c'est un junior très expérimenté parce que dès sa saison freshman, il était titulaire déjà. Donc, c'est titulaire, oui, globalement titulaire. Donc, c'est quand même un joueur qui a vu du pays. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est la plus grosse marge de progression. Après, voilà, on a deux autres tight ends qui sont un peu différents, mais qui n'ont pas la prétention, en tout cas aujourd'hui sur le papier, de pouvoir atteindre un niveau All-Pro, ce qui serait effectivement le plafond d'un Pat Freiermuth. Ouais. D'ailleurs, pour mieux parler des joueurs, donc on l'a dit, Pat Freiermuth, c'est un joueur très complet, donc finalement, il peut aller dans beaucoup de schémas NFL parce qu'il bloque, il réceptionne, il court les tracés, il court avec le ballon, donc il peut faire plein de choses, certes. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de s'intéresser au système NFL des deux autres, principalement. Ouais. Brevin Jordan et Hunter Long. Donc, Brevin Jordan, c'est ce qu'on appelle, si on veut être un peu technique, un tight end F, c'est-à-dire ce genre de tight end très, très receveur. Dans quel genre d'attaque tu vois ce type de joueur s'exprimer? Qu'est-ce qu'il faut pour maximiser vraiment le potentiel d'un Brevin Jordan? Déjà, je pense qu'il faut une équipe qui a déjà un tight end qui est un bon bloqueur. Et ensuite, une équipe où il y a une attaque aérienne assez prononcée. Donc, tu vois, si je prends ces deux éléments, ça m'avançait sur un potentiel fit. Mais moi, je pense de suite aux Cardinals d'Arizona. Ils ont déjà un Max Williams qui est un tight end assez costaud, qui bloque très bien. Et c'est une attaque vraiment portée sur le jeu de passe. Et je pense qu'un Brevin Jordan serait vraiment comme un poisson dans l'eau de ce système-là, avec ses capacités à la réception et avec un autre tight end qui peut, lui, faire le boulot au niveau du bloc. Parce que Brevin Jordan, c'est pas seulement une histoire de gabarit, c'est aussi une histoire d'utilisation. Par exemple, à Miami, quand on fait un petit peu le décompte de ses snaps, on voit qu'il a été souvent utilisé dans le slot, il a été souvent utilisé aligné comme un receveur, mais très peu ce qu'on appelle le inline tight end, c'est-à-dire à côté d'un offensive lineman et pour bloquer. Donc, du coup, il aura vraiment beaucoup à apprendre à ce niveau-là.
C'est pour ça que je parlais d'un Tayen F. Voilà, Oui, oui. Par contre, c'est un joueur, moi, ce qui m'impressionne, et j'ai retrouvé dans des stats, je crois que c'est PFF, Pro Football Focus, qui mettait ça. Il disait qu'il avait 21 plaquages manqués en 2 saisons. Et c'est vrai que ça se voit, c'est-à-dire que c'est pas le plus gros gabarit, c'est-à-dire qu'il va pas marcher sur le joueur, mais il est tellement soudain, tellement rapide, il peut tellement faire la différence sur une prise d'angle que vraiment, il provoque beaucoup de plaquages manqués. Et quand on voit la qualité très incertaine des plaquages aujourd'hui en NFL, c'est le genre de joueur qui peut s'amuser. Hein. Entre les linebackers, il peut s'amuser, il peut en faire louper 1 ou 2. Et là où normalement il aurait dû gagner 6 yards, il va en gagner 15 ou 20. Exactement. Ben, tu vois, explosif. Oui, c'est ça. Mais c'est un joueur qui sait… En fait, j'ai l'impression que c'est un joueur intelligent. Il connaît ses limites. Et du coup, il ne va pas essayer de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Mais par contre, ce qu'il sait faire, il va le faire à la perfection. Ouais. Et c'est vrai que c'est le genre de joueur, ça, c'est appréciable. Le troisième profil, peut-être un peu plus, je vends la mèche, traditionnelle, on va dire, c'est Hunter Long. Hunter Long, pour toi, tu me disais, je crois, il lui faut tout l'inverse de Brevin Jordan, en fait. Oui, à la limite, oui. Voilà, tu vois. Parce que lui, justement, alors il peut faire les deux, mais je pense que justement, si tu le mets avec dans une équipe où il y a déjà un tight end qui est assez vif, ou alors même il y a des équipes qui jouent avec un seul tight end, du coup, lui, comme il peut faire un petit peu les deux, il va facilement s'adapter à ça. C'est sûr que c'est un joueur, on va dire, peut-être plus rassurant pour certains, parce qu'il a ce côté, en effet, voilà, il sait bloquer, il sait courir des tracés, il sait recevoir les ballons, il est assez polyvalent. Par contre, c'est ni un monstre physique comme Pat Freiermuth, ni un monstre de vitesse et d'explosivité comme Brevin Jordan. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour moi, en fait, c'est le tie-in numéro 2 que toutes les équipes veulent avoir. Oui. Et avec un peu de développement, il pourrait même devenir un numéro 1. Bien sûr. Vu qu'il est complet. Mais effectivement… Déjà, en tant que rookie, il peut être un des meilleurs tie-in numéro 2 de la ligue. C'est-à-dire le joueur, la défense ne se focalise pas sur lui. Et il peut faire payer la défense pour ça. Et donc, c'est un joueur, s'il est aligné, tu sais pas si c'est une passe ou une course. Oui, c'est ça. Quand tu as Brevin Jordan d'aligné, bon, tu te doutes qu'il n'est pas là pour bloquer des linebackers. Tandis qu'Hunter Long, il peut le faire. Donc, c'est vrai que ça rajoute un peu d'incertitude. C'est ça, exactement. Bon, je pense que là, on va arriver au moment que tu préfères. C'est le moment où tu exprimes tous tes talents. Oui, c'est les comparaisons. Ça. Ouais. Alors, on va faire joueur par joueur. Pat Freiermuth. Oui. Donc, on parle de Baby Gronk. Moi, je veux bien, hein, pourquoi pas, mais disons que voilà, et sans prendre la notion de niveau, parce qu'avec Gronk de suite, on parle du top niveau. Moi, je dirais qu'il me rappelle un petit peu TJ Hawkinson, le joueur de Détroit. Quand il est arrivé en NFL, c'était vraiment le même profil, c'est-à-dire un joueur très bon dans le bloc et en même temps très bon en réception. Et on voit qu'avec Détroit, il a eu peut-être une année rookie mi-figue des raisins, mais là, la dernière année, on a vu qu'effectivement, il est très bon dans le bloc et il est très bon en réception. Et je pense que Pat Freiermuth, c'est vraiment ce profil-là, très complet et qui va contribuer dans les deux domaines. Donc moi, je dirais TJ Hawkinson. Hawkinson qui avait fini top 10 de draft. Eh oui, numéro 8, il me semble. Oui, 8 ou 9, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais enfin, dans l'idée, c'était par là. Moi, j'avais un autre joueur, mais finalement, ça rejoint un peu dans les tenants et les aboutissants. C'était Hunter Henry des Chargers. Oui. Alors bon, c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins bloqueur que peut être Hawkinson ou Freiermuth. Mais dans la manière dont il courait ses tracés, en fait. Ça me rappelait beaucoup Hunter Henry. Donc voilà, c'est deux joueurs qui peuvent en tout cas donner à peu près une vision de ce qu'est Freiermuth. Pour Brevin Jordan, du coup. Oui. Toi, tu avais Jonnu Smith. Oui, exactement. Tu vois, par rapport au profil qu'on décrit, c'est vrai qu'on peut penser de suite à un joueur style Evan Engram, des Giants ou quoi. Mais moi, je trouve qu'il me rappelle beaucoup Jonnu Smith des Titans, qui justement, je trouve, a réussi à se développer un petit peu au niveau du bloc. Il est un petit peu plus complet. Mais quand tu compares les deux images, quand tu mets deux films, un coup de Jordan, un coup de Jonnu Smith, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux. Dans le côté très receveur, dans le côté je gagne des yards après la réception, et pas parce que je suis puissant, mais parce que j'ai des appuis assez vifs, des cuts déroutants.
Et moi, il me fait vraiment penser à Jonnu Smith des Titans. Moi, j'ai un peu plus de mal. J'arrive pas à me dire que Brevin Jordan arrivera à aussi bien bloquer que ne peut le faire Jonnu Smith. Mais après, voilà, c'est du développement. On ne sait jamais comment le joueur se développe. Moi, tu l'as dit, j'avais pris la comparaison un peu facile, ou en tout cas la première qui vient à l'esprit, je pense, pour ceux qui suivent la NCAA, c'est Evan Engram. Est-ce qu'il va devenir ce que Evan Engram aurait dû devenir? Parce que bon, entre ce qu'il est à la sortie de la draft et ce qu'il est aujourd'hui, il s'est un peu perdu, mais voilà, c'est ce genre de tie-end, receveur, playmaker explosif qui sont censés vraiment porter une attaque. Bon, malheureusement, Evan Engram n'a pas porté ses fruits en NFL, mais bon, c'est pas parce qu'ils ont le même profil qu'il y aura le même résultat. Donc voilà, c'est vrai que c'est le même type de joueur. Alors pour finir, Hunter Long, alors je suis bien content que tu aies trouvé une comparaison parce que alors moi, je suis resté un quart d'heure à essayer de me demander ce que j'allais pouvoir prendre comme comparaison, et tu nous as pris Jack Doyle. Oui, Jack Doyle des Colts. Parce que justement, tu vois, un joueur complet, mais limité athlétiquement. Un joueur qui est capable de faire des bons blocs sur la ligne, mais qui est capable aussi de faire des réceptions décisives, notamment en end zone. Et je trouve que Hunter Long, c'est ça. Et Jack Doyle, c'est ça. Parce que voilà, Jack Doyle, c'est typiquement le type de joueur dont on ne parle jamais. Mais tu regardes un match d'école, et puis d'un coup, tu vois, touchdown, Jack Doyle. Et puis tu regardes une autre action, tu vois Jonathan Taylor qui part à la course. Et puis si tu vois le replay, ben, tu vois que Jack Doyle est sur la ligne et il aide au bloc. Donc, ouais, moi, c'est une comparaison qui me plaît bien. Ben, je suis assez d'accord pour le joueur. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'homme de l'ombre. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça en NFL. Ils sont pas flashy. Ils passeront pas dans les highlights ou pas souvent. Et du coup, on en parlera moins, mais ça reste un très gros joueur. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Là, au niveau des tie-ends, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Je dirais, en conclusion, on peut dire que Pat Freiermuth est le tie-end numéro 2 de cette QV. Ouais, tu le vois où, toi? Fin de premier, début deuxième? Je vois fin de premier, début deuxième. Ouais. Et après, les deux autres, selon les coups de cœur éventuels des franchises et besoins des franchises, entre le deuxième et troisième tour. Ouais, moi je dirais troisième tour pour les deux, mais oui. Fin deuxième, troisième tour, je pense. Brevin Jordan peut partir vraiment fin deuxième pour une équipe amoureuse, je pense. Ouais, ça peut. Ouais, je suis d'accord. Bon, eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir partir dans la rubrique la plus attendue et vous parler de deux équipes très intéressantes à étudier, les Lions et les Panthers. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Et on va commencer par dire un grand merci. Grand merci aux Lions d'avoir tradé Stafford avant cette émission. Parce qu'on aurait pu faire une émission entière. Au moment où on a planifié cette émission, il n'était même pas encore transféré. On aurait pu passer une émission entière avec des « et si ». Et finalement, il y a des certitudes. Donc, plus de Matt Stafford. Par contre, Jared Goff et un troisième tour pour cette année. Puisqu'il y a un premier tour 2022 et 2023. Mais comme là, on s'intéresse à la draft 2021. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un troisième tour en plus. Et ça ne sera pas du luxe parce que autant les Lions ont leur pick en début de draft, autant en fin de draft, ils n'ont plus rien. Leur dernier pick, c'est 150 et après, il n'y a pas de quoi chercher la profondeur. Il y a deux questions finalement avec les Lions. La première question qu'on va se poser avec les Panthers aussi, c'est quarterback ou pas quarterback. Et si quarterback, trade-up ou pas? Est-ce qu'on échange en avant? Parce que si on schématise, l'idée des gens aujourd'hui, c'est de dire les Jaguars vont prendre Lawrence, les Jets vont prendre ou Fields ou Wilson, mais en tout cas un quarterback. Bon, il pourrait y avoir une surprise, mais pour l'instant, partons là-dessus. La cible, du coup, c'est les Dolphins en numéro 3. Ouais. C'est là où tu peux prendre celui qui reste entre Fields et Wilson, sauf si tu es plutôt amoureux de Trey Lance, et là, tu peux peut-être un peu temporiser. Est-ce que toi, pour toi, c'est quoi la sélection? Est-ce que tu vois peut-être même, on sait que Mac Jones a fait un excellent Senior Bowl, est-ce que toi, tu penses que le préférentiel, c'est de trade up en 3 pour Wilson ou Fields,
Ou est-ce que tu attendrais un peu pour prendre Trey Lance ou pour prendre Mac Jones, pourquoi pas, en 7 Ou Bah, écoute, alors partir sur autre chose qu'un quarterback. ben voilà, si tu permets, moi, en fait, c'est ce que je ferais, quoi. Je ferais la troisième solution. Parce que bon, Jared Goff, ok, il a sa limite, on les connaît toutes, on les connaît tous. Mais il vient à peine d'arriver. Moi, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller prendre un quarterback maintenant. Alors, bien entendu, donc Jared Goff est limité. Ils peuvent aussi redonner des pics pour prendre un jeune quarterback à développer, bien entendu. Mais Goff est jeune, il vient d'arriver. On va peut-être lui laisser sa chance et puis voir l'année prochaine ou dans 2 ans. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Après, ce qui intéresse les auditeurs, c'est pas ce que moi je ferais. Alors, peut-être que les Lions, eux, pensent autrement. Et effectivement, ils peuvent monter un trade pour aller prendre soit Fields, soit Wilson. Puisque, bon, on le rappelle, il y a quand même un gap entre les 3 meilleurs quarterbacks et les 3 suivants. Donc, c'est jouable. C'est pas ce que je ferais, mais c'est jouable. Eh ben moi, je vais te dire ce que je ferais dans la théorie. Je crois pas de tout à Goff, contrairement à toi. Par contre, je pense que c'est un excellent bridge quarterback, comme on dit, c'est-à-dire un joueur qui peut, pendant 1 an, 2 ans, aider à construire l'équipe. Et du coup, moi, je resterai en 7. Et s'il est disponible, je prendrais bien Trey Lance. Parce que Trey Lance, c'est un potentiel. C'est sûr. Je veux dire, Trey Lance, c'est un pari énorme. Il a joué 17 matchs en deuxième division. Eh oui. Donc, c'est un pari absolument colossal. Mais c'est un joueur qui, justement, a besoin de temps pour se développer. Et si tu fais, entre guillemets, une Aaron Rodgers, pas avec Jordan Love, hein, Aaron Rodgers avec Brett Favre, c'est-à-dire si tu dis pendant 2 ans, limite 3, mais là, du coup, ça sera sûrement 2 vu le contrat, pendant 2 ans, tu restes au chaud, on fait de toi le quarterback que tu peux devenir, et dans 2 ans, on te lance. Eh ben, honnêtement, moi d'habitude, je suis plutôt pour mettre les quarterbacks sur le terrain dès qu'ils sont sélectionnés, en mode il faut acquérir de l'expérience sur le terrain dès que tu peux. Mais Trey Lance, je serais plutôt pour la prudence, et j'aime bien l'idée de se dire, voilà, on prend Trey Lance et on le laisse se développer. Après, bien sûr, à cette place-là, tu peux imaginer prendre un receveur, parce que quasiment tous les receveurs des Lions sont free agent. Donc, s'il y a du Chase, du Waddle, du Smith, bah forcément, tu réfléchis, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, j'étais plutôt parti sur Trey Lance. Et par contre, si je ne dis pas de bêtises, il y a une chose sur laquelle on était d'accord pour la suite, c'est que la défense est à reconstruire de A à Z, mais globalement. clairement. Et que du coup, limite, la meilleure politique, ce serait de dire on prend le meilleur défenseur disponible, quelle que soit la position finalement. Exactement. Moi, je partirais sur ce scénario, mais dès le premier tour, quoi. Je veux dire, Dès le c'est ce que premier je tour, tu ferais. prends un défenseur. Dès le premier tour, oui, Ouais. bien entendu, oui. Il y en a qui voudront ce choix en plus. Moi, je pense à Patrick Surtain, je pense à Grégory Rousseau, même s'il a fait qu'une seule année, mais quelle année et puis quel potentiel. Ah oui, moi, je partirais directement sur la défense. Et puis, tiens, si tu permets, je reviens mais vite fait sur Trey Lance. Moi, ce qui me dérangerait, en fait, c'est pas tant le joueur, parce qu'effectivement, il a beaucoup de potentiel, mais c'est plus avec les Lions et par rapport à Jared Goff. C'est-à-dire que si tu le mets en couveuse, le souci que j'ai, c'est que Trey Lance, c'est un quarterback qui court vraiment beaucoup et qui lance très peu. Alors, c'est vrai qu'il a fait une année où il a lancé aucune interception, mais il a avec très peu de passes, même pas 18 par match. Et le souci que j'ai, c'est que tu aurais un système du présent avec Jared Goff, qui est un quarterback lanceur très peu mobile, et tu mettrais derrière un quarterback qui, lui, au contraire, est très mobile, très bon avec ses jambes, mais qui a beaucoup de travail au niveau de la passe. Donc, je sais pas comment on pourrait préparer les deux en même temps. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'était une parenthèse. Mais oui, moi, la défense, je pars direct sur la défense dès le premier tour. Après, si ça se fait pas, c'est clair que deuxième et les 2 troisième tours, il faut aller sur la défense et à tous les niveaux. Donc, c'est defensive end, c'est defensive tackle. Il leur faut aussi un linebacker, surtout que Jarrad Davis est free agent. Il leur faut aussi de la secondary. Ils ont également des free agents comme Duran Harmon. Okwara aussi, je pense, est free agent. Oui, si Romero Okwara, oui, devant. Donc qui n'a pas fait une mauvaise saison. Hein, donc, non, même plutôt bonne. À mon avis, ils vont le re-signer vu la saison qu'il a fait. Hein. Mais ça suffira pas, même s'il y a Okwara, qui a encore son frère Okwara, qui a aussi Trey Flowers. Il faudra quand même des joueurs sur la ligne défensive, c'est obligatoire. Oui, moi, au deuxième, troisième tour, quand j'ai fait des mocks, je me suis vraiment focalisé sur la ligne aussi, parce que je pense qu'une défense, ça se construit par la ligne. Certains, dans la NFL moderne, construisent par le cornerback d'abord, puis la ligne. Bon, moi, je suis encore, on va dire, un peu à l'ancienne. J'aime bien des profils comme Christian Barmore, qui, s'il tombe un peu, pourrait être disponible au début de second tour.
des profils comme Jalen Phillips, des profils comme Jordan Smith. Alors après, faudrait voir dans quel système défensif exactement ils vont évoluer l'année prochaine. Parce que forcément, selon le système qu'ils vont choisir, tu ne choisis pas les mêmes joueurs sur la ligne. Donc ça sera une interrogation à laquelle il faudra répondre. Mais moi, je vais mettre la lumière sur Jordan Smith de UAB, qui est un joueur explosif, main violente. Alors, c'est un joueur brut. Pareil, il faudra de la patience. Mais finalement, est-ce que vraiment les Lions, ils ont quelque chose à jouer l'année prochaine ? Non, ça ne me dérange pas de prendre des joueurs qui ont besoin d'1 ou 2 ans pour se développer, parce que de toute façon, cette franchise aura besoin d'1 ou 2 ans pour se reconstruire. Donc, par définition, moi, je miserais bien sur justement ces projets à gros potentiel. Et après, il y a encore plein de joueurs intéressants qui peuvent être pris plus tard. Hein. Il y a un joueur que tu aimes beaucoup qui est Elerson Smith. Oui. Voilà, ce genre de joueurs au 4e tour ou par là qui peuvent être sélectionnés. Donc, je pense que voilà, en défense, il y a plein de profils. Donc, Elerson Smith, Northern Iowa, pour ceux qui recherchent. Dis-nous, toi, au 2e, 3e tour, un défenseur vraiment qui te plairait plus que, enfin, qui vraiment pour toi serait la bonne solution pour eux. Bah écoute, je vais t'en donner 2. Je vais te donner Levi en nouveau Zuruke et Djetou Fele. Parce que les deux ont un petit peu le même profil. C'est 2 défensifs tackles et 2 défensifs tackles qui sont très pénétrants, qui ont vraiment des qualités de pass rusher hors normes. Et je pense que c'est ce qu'il leur faut parce que il leur faut du pass rush, mais pas forcément qu'à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Et quand tu auras de l'intérieur de leur ligne, ils ont quand même Danny Shelton, ils ont quand même John Penicini qu'ils ont pris l'année dernière. Donc, ils ont vraiment du big, du mouse costaud, quoi. Par contre, ce qui leur manque, c'est vraiment un joueur pénétrant qui va pouvoir mettre la pression depuis l'intérieur de la poche. Donc, Levi Onwuzurike de Washington et Djetou Fele d'USC, ça me paraîtrait 2 choix très malins au 2e tour. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, c'est vrai que après tu parlais de linebacker, on va finir là-dessus parce que on va passer tout de suite aux Panthers. Mais il y a pareil un joueur de début de second tour qui pourrait être intéressant, c'est Nick Bolton de Missouri, qui est un linebacker très complet et qui pourrait, d'ailleurs, dans pas mal de systèmes pour le coup, qui pourrait vraiment être utile. On en avait parlé dans une émission lorsque les linebackers avaient été évoqués. Ouais. Les Panthers. Donc, les Panthers, un peu la même problématique que les Lions au premier tour. Ouais. Hein, est-ce que tu montes? Est-ce que tu prends Mac Jones? Parce que si je dis pas de bêtises, Mac Jones, il n'a pas joué le match, mais il a été coaché par Matt Rhule toute la semaine au Senior Bowl. Exactement. Et donc ça se peut pose jouer. même la question. C'est le genre de choses qui peut jouer. Hein. Ouais. Il a fait une saison fantastique avec Alabama et effectivement, il était au Senior Bowl où Matt Rhule était coach. Et au Senior Bowl, Mac Jones a encore montré de très belles choses. Ouais, donc, très beaux entraînements. Alors pour le coup, dommage, il n'a pas joué le match parce qu'il était blessé. Oui. Mais très beaux entraînements pour le coup. C'est-à-dire très bon placement de balle, très bonne lecture. Enfin, vraiment le joueur, parce qu'il a montré avec Alabama fiable. Le joueur intelligent, quoi. Enfin, exactement. Parce pas le monstre physique, mais alors un cerveau XXL. Hein. À Alabama, les reproches, c'était oui, mais il est très bien entouré. Alors, c'est vrai qu'il était très bien entouré, hein, que ce soit receveur, coureur ou l'inoffensive. Mais là, il a montré que dans un tout autre contexte, il était tout aussi fiable. Et quelque part, si tu aimes bien un quarterback, même si ça paraît haut à dire comme ça, Mac Jones en numéro 8, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Ou alors le trade. Pourquoi pas? Ou alors, voilà, l'idée de se dire, par exemple, je ne sais pas si les 49ers, par exemple, eux, ils pourraient être intéressés par Trey Lance. Tu peux imaginer Shanahan qui construit un truc autour de Trey Lance. Beaucoup plus, je trouve. Ouais. Et ben, de dire, OK, les 49ers passaient en 8, on passe en 15, par exemple. Normalement, sauf tremblement de terre, en 15, Mac Jones sera là parce que on va pas trahir de secret. Bon, il y a Denver en 9, d'accord, mais sinon, il y a quand même peu de chances que ça soit la chasse au quarterback derrière. Donc, voilà, ça peut être un risque calculé. Moi, j'ai envie de dire que alors, soit tu arrives à trade back, soit tu restes là, mais quoi qu'il arrive, pour moi, la priorité serait ligne offensive. Ce serait prendre un tackle. Voilà. Si tu prends pas de quarterback, tu prends un tackle. Alors, ça peut être Rashawn Slater. Alors, je vais partir du principe que Penei Sewell, dont on a déjà parlé, est parti aux Bengals. Ah, bah oui. Ce qui est le plus logique.
Donc, il nous reste Rashawn Slater de Northwestern, Christian Darisso de Virginia Tech et mon chouchou. Moi j'ai un joueur qui est mon offensive tackle numéro 2, numéro 3, ça dépend des semaines. Liam Eckenberg, moi que j'aime beaucoup. Alors en 8, ça fait peut-être un peu haut. En 15, ça s'envisage pour moi. Ouais. C'est un joueur que j'adore. C'est vraiment Liam Eckenberg, c'est Notre-Dame. C'est une brute épaisse pour la course. Alors Christian McCaffrey, il serait tellement heureux, il va lui ouvrir des boulevards, mais des boulevards. Oui, c'est clair. Et puis même sur la passe, ça reste plutôt intelligent. Mais vraiment, je me suis dit, Eckenberg, qui a envie qu'on lui ouvre des boulevards? Christian McCaffrey, ça lui ferait du bien de temps en temps de pas devoir faire tous les yards tout seul. Donc voilà, moi c'est mon chouchou, si tu me permets. Pour ce pic. Ouais, je valide. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi, ouais. Mais c'est vrai que moi je partirais plus sur Darisso et tiens, j'avais un doute, je viens de vérifier, c'est 12 en fait, San Francisco. Mais moi je c'est prendrais... 12, oui, 15 ouais, c'est 12. New England, t'as raison. C'est ça. C'est 12 San Francisco et 15 New England. Mais Russell Okong et Tyler Moton sont tous les deux en fin de contrat. Donc je pense que Tyler Moton, c'est clair qu'il faut le re-signer, vu la saison qu'il a faite. Ouais, vraiment c'est clair. Une très mais très bonne saison. Avec tout le respect, hein, mais bon. Voilà, les soucis de blessure, etc. Donc moi je pense qu'un tackle, c'est s'il part sur un quarterback au premier tour, je pense que tackle au deuxième tour, c'est vraiment une priorité. Ouais. Et donc effectivement au premier tour, moi je prendrais Darisso. Et il me paraît, c'est celui-là qui me donne le plus de garantie au niveau de la protection de passe. Après, oui, Liam Eckenberg, je valide. Après, on dit tout de suite, au niveau des offensive tackles, il y a du monde. Hein. Il y a de la qualité cette année. Donc, même si c'est au deuxième tour, c'est ça. Il y a du très beau profil. Exactement. On avait noté des Dylan Raduns de North Dakota State University, des Tevin Jenkins. On a quoi? On a aussi du Samuel Cosmi de Texas. Bon, il sera peut-être parti avant lui, ou du Walker Little de Stanford. Donc voilà, c'est tous ces joueurs-là. Tevin Jenkins, je ne l'ai pas dit, c'est Oklahoma State. Mais voilà, c'est tous ces joueurs-là, il y a de quoi faire. Même au deuxième tour, il y a de quoi trouver de talent. C'est une draft, on dit souvent, c'est une draft très profonde pour les coureurs. C'est aussi une draft très profonde pour les tackles offensifs. Je trouve que cette année... Exactement. Alex Leatherwood, tu ne sais pas s'il va partir au premier ou au deuxième. Elijah Vera-Tucker aussi, c'est la même problématique. Donc oui, il y aura du monde. Même au deuxième tour, ils peuvent prendre un très bon tackle. Non, c'est clair. On avait une autre possibilité au deuxième tour, c'est linebacker. Est-ce qu'il y a un linebacker que tu vois pour remplacer dans le cœur des Panthers Luke Kuechly? Écoute, tu en as parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est Nick Bolton. Parce qu'au niveau des linebackers, ils en ont deux extérieurs qui sont très très bons. Donc, c'est le rookie Jeremy Chin et c'est Shaq Thompson. Par contre, ce qui leur manque, c'est le middle linebacker à l'ancienne, quoi. Je veux dire, le mec que tu mets au milieu et qui défend en priorité la course. Et c'est tout ce qu'est Nick Bolton. C'est-à-dire que Nick Bolton, il y a 15 ans, il partait dans le top 10 de la draft, quoi. Parce que c'est vraiment le middle linebacker à l'ancienne. Et c'est vraiment le type de joueur qu'il leur faut. Après, si on y va, ça, ce serait plus au deuxième tour, donc. Mais si on y va un peu plus tard, il y aurait un autre profil, c'est KJ Britt d'Auburn, qui est lui aussi le profil de middle linebacker, qui a fait donc un très bon Senior Bowl avec Matt Rhule. Et puis en plus, KJ Britt, il a un petit peu plus de compétences en couverture. Après, au niveau du joueur en général, Nick Bolton est quand même largement au-dessus. Donc, moi, je parlerai de ces deux profils-là. Oui, j'aime beaucoup. On avait parlé déjà la semaine dernière de Jabril Cox, etc., qui pourrait venir. Il est plus extérieur, c'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport aux Panthers, Jabril Cox, très bon joueur. Mais par rapport au système des Panthers et les forces en présence, il leur faut plus un middle vraiment. Voilà, je suis d'accord avec toi. Au troisième tour, moi je vais faire court. Hunter Long. Oui. Oui, effectivement. On en a parlé, mais c'est vrai que Tayen, c'est un vrai besoin. Il y a un autre besoin qui peut être aussi adressé, c'est cornerback. Parce que avec le départ de Bradbury, ça n'a pas vraiment été remplacé. Et je vais t'essayer de finir là-dessus au niveau des Panthers. On en a beaucoup parlé avec Alexandre la semaine dernière. On a parlé de Molden, de Newsome, etc. Toi, si tu devais nous donner un petit cornerback chouchou vers ces 3e, 4e tours? Allez, vers le 3e tour, moi j'aime bien Shakur Brown
de Michigan State. Ah oui, j'ai vu que tu le mettais beaucoup, oui. Ouais, Alors j'aime vas-y, bien ce parle-moi parce joueur. que je l'ai pas du tout aussi haut. Bah, déjà, il a une très bonne taille, il a une très bonne qualité athlétique. Ensuite, il serait disponible au troisième tour, c'est parce qu'il manque de constance, en fait, si tu veux. Mais par contre, c'est un vrai playmaker qui a de très bonnes lectures, qui a aussi de très bonnes mains. Il a défendu beaucoup de passes, il fait souvent des interceptions. En fait, si tu veux, si on prend une image NFL, en NFL, tu as souvent deux types de cornerback. Tu as celui qui est vraiment très constant, que ce soit contre la course ou contre la passe. Et puis, tu as le playmaker à la Marcus Peters, quoi. C'est-à-dire qu'un mec, il peut se trouver tout le match, mais dans ce même match, il va te faire une interception décisive qui va changer carrément le cours du match. Et Shakur Brown, je dis pas qu'il me fait penser à Marcus Peters, mais il a un petit peu ce profil-là, ce potentiel-là du gars qui va être un petit peu irrégulier, qui a besoin de coaching, qui a besoin de progresser, mais il a déjà ces instincts qui peuvent te permettre de changer le cours d'un match. Ouais, ben, on va clôturer là-dessus. C'est vrai que c'est un joueur, plutôt intéressant. Moi, il y avait un joueur que j'aimais bien dans ces zones-là aussi, c'est Paulson Adebo de Stanford, qui est un peu descendu par rapport à la cote qu'il y avait l'année dernière. Ouais, qui pourrait être intéressant aussi, même si c'est un peu plus gros comme physique. Oui, C'est un peu plus défense de course. Il y aura peut-être un peu plus de mal sur la défense de passe en homme à homme. Mais bon, ouais, c'est le genre de joueur qui peut être intéressant aussi. aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ces deux équipes. On va pas perdre de temps parce qu'on a déjà beaucoup parlé. On va passer tout de suite sur notre traditionnelle pépite. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Nos pépites. Alors les pépites, c'est quoi? C'est des joueurs qui vont passer entre le 4e et le 7e tour. Alors là déjà, on a un petit conflit parce que tu m'as mis un joueur que moi j'ai au 3e tour dans mon big board. Donc c'est vrai que c'est un joueur limite sleeper, mais qui est apparu très tardivement. Donc c'est intéressant d'en parler parce que c'est sûr qu'on n'en a pas parlé au début du process. C'est Dwayne Eskridge, qui est un receveur de Western Michigan, donc 1m75 pour 86 kg. Est-ce que tu peux nous parler de ce joueur qui monte les boards peu à peu chaque semaine? Oui, ben écoute, c'est ça. Écoute, en une phrase déjà, c'est vrai qu'effectivement, moi, je l'ai suivi toute l'année. C'était vraiment un sleeper que je suivais, qui avait beaucoup de qualité. Et puis, effectivement, il est vraiment remonté dans les boards. Je me suis amusé cette semaine à faire plusieurs mock drafts et sur beaucoup de moteurs de recherche, il est monté très haut parce que c'est un receveur qui a un petit gabarit, mais qui a énormément de vitesse. Or, on voit très bien que la vitesse tue, quoi. Vraiment, c'est sans doute l'effet Kansas City. Mais il a cette vitesse-là pour être une menace profonde. Et puis, ce qu'il a de très bien aussi, je trouve, c'est qu'il t'apporte en équipe spéciale. C'est quelqu'un qui retourne très bien les coups de pied. Par exemple, cette année, il a fait plus de 460 yards en retour d'engagement. Il a inscrit un touchdown. C'est quelqu'un de très, très vif. Alors, moi, je le voyais vraiment comme un sleeper parce qu'ensuite, il a quand même pas mal de limites. Déjà, elles sont liées à son utilisation, c'est-à-dire un arbre de tracé assez limité. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de joueur qui va te faire des go routes, c'est-à-dire qui va partir tout droit ou qui, après une slant ou une petite screen, va gagner des yards avec ses accélérations. Mais avec Western Michigan, il était surtout utilisé sur l'extérieur. Ça sera pas possible, je pense, à un NFL. Il a un petit gabarit, il est pas très physique, donc c'est plutôt un joueur qui va être dans le slot. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être que les gens s'enflamment un petit peu en le mettant si haut. Il a beaucoup de qualités, mais quand on se projette vers la NFL, il y a ces limites-là. Ouais, je pense que tu as tout dit. Voilà, je pense que c'est le genre de profil. Si Kansas City n'existait pas, c'est le genre de profil dont on parlerait beaucoup moins. Mais voilà, on est dans une copycat league et les gens tentent évidemment d'imiter ce qui marche. Pour donner Ouais. une image, je finis là-dessus, excuse-moi. Vas-y. Moi, il me fait beaucoup penser à André Roberts des Bills.
Oui, qui est un passé peu. aussi par les Raiders, par les Jets. Voilà, ce type de joueur-là qui, sur un Il match, s'exprime plus en équipe spéciale. exactement. J'allais dire, il est capable de faire 2-3 réceptions de temps en temps sur une menace profonde, mais c'est surtout en équipe spéciale qui va vraiment apporter quelque chose. C'est ça. Et moi, je vais conclure en parlant de Cameron Sample. Comme quoi, parfois, le Senior Bowl, c'est utile. C'est-à-dire que j'étais en train de regarder les oppositions de edge et de tackle. Et là, je vois Tulane. Je fais, Tulane, c'est bien. Je vais pouvoir voir Patrick Johnson. Et je fais, attends, 2 secondes. Et non, Cameron Sample. Cameron Sample, vraiment, c'est un joueur, il m'a impressionné. Alors, c'est des mains violentes. Hein. Alors, ça, c'est pour Grégory. Il y a du bull rush. Il y a des mains violentes. Là, il est clairement là pour enfoncer le tackle adverse. Il est pas là pour faire de la musique. Hein. Clairement, C'est un cube. C'est un non, cube. mais c'est incroyable. Le truc, c'est vraiment, c'est même plus un frigo américain. C'est de frigo plus extension réfrigérateur. Enfin, c'est assez incroyable. Il fait 1m90 pour 127 kilos. Alors, c'est un cube parce qu'il est imposant, mais alors par contre, il m'a l'air un peu court de bras. Ouais. Et forcément, il n'a pas une mobilité latérale incroyable. Parce que, bon, il y a un moment, tu peux pas tout avoir. Tu es ou un monstre physique ou un monstre latéral. Quand tu es les deux, tu es un joueur générationnel. Donc, je pense que c'est un joueur destiné au 4-3. J'imagine pas tellement en 3-4. Mais voilà, c'est le genre de joueur tellement puissant, limite qui peut faire des alignements à l'intérieur de la ligne. Ça me choquerait pas. Une sorte d'hybride un peu intérieur de la ligne. Donc voilà, c'est le genre de edge que j'aime bien. Si tu as ça au 5e, au 6e tour, ça peut devenir le joueur. Ça deviendra pas le titulaire absolu, mais ça peut être vraiment le remplaçant ultra utile dès la première année. Donc Cameron Sample, c'est mon coup de cœur du Senior Bowl. Je valide. Ouais. Bah, tant mieux. J'ai la validation du Daniel Jeremiah français. Ouais. Ça, c'est une vraie réussite. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a été un peu plus long qu'à l'accoutumée, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette émission extrêmement intéressante. Et merci à vous. Bon Super Bowl pour ceux qui nous écoutent avant le Super Bowl. Profitez bien et on se retrouve chaque semaine pour parler draft jusqu'à l'échéance finale fin avril. Merci à tous. Yes. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, trop classe Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.